Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on parle de métaverse, on est généralement face à 3 types de groupes de personnes. Le premier groupe de personnes a vaguement entendu parler du métaverse, ne voit pas encore à quoi ça peut servir et reste un peu dubitatif sur ce que ça va devenir. Le deuxième groupe de personnes est quant à lui composé de personnes qui y croient dur comme fer, qui jurent que nous sommes face à une grande révolution de l'Internet et qui investissent beaucoup de temps et parfois beaucoup d'argent dans ce qu'ils pensent être un nouvel Eldorado. Le troisième groupe de personnes sont très critiques vis-à-vis du métaverse, du Web3, des NFT et font entendre, parfois avec une violence verbale, leur profond désaccord sur ces technologies. Fourbissent des arguments de toutes sortes pour tenter de dézinguer ceux qui y croient, allant parfois utiliser des techniques de troll pour se poser en s'opposant. Le métaverse est-il vraiment le défi de la nouvelle frontière d'Internet ? De révolution en révolution technologique, le métaverse nous mènera-t-il vers un monde meilleur ? Et si on posait toutes vos questions à Philippe Rodriguez, le coprésident et fondateur de MetaCircle, le think tank européen pour le métaverse et auteur de l'ouvrage La révolution métaverse, le défi de la nouvelle frontière d'Internet, à paraître aux éditions Duno le 5 octobre 2022. Bonjour Philippe, comment ça va ? Bonjour, très bien, très bien. Ravi de t'accueillir ce matin. Beau sujet. Moi, j'ai plein de questions. Il y a déjà des questions qui arrivent dans ceux qui sont présents en direct. Allez, réponse courte à la question courte. Philippe, quelle est ta définition du métaverse ? Alors, ma propre définition, mais comme tu le sais, en fait, je pense qu'il y a autant de définitions qu'il y a des gens qui s'intéressent au sujet. Hein, mais pour moi, la définition que je donne le plus souvent, c'est un espace virtuel qui a un certain nombre de qualités. Ces qualités, c'est d'être à la fois immersif, persistant, temps réel, construit par la communauté, et dans lequel, en fait, chaque utilisateur peut se plonger en fait dans une existence qui peut être une sorte d'existence parallèle à notre existence réelle, et dans lequel on va pouvoir mener un certain nombre d'actions comme celle de soit de travailler ou bien d'apprendre ou bien de socialiser, de jouer, et, euh, et cette définition nous amène en fait à imaginer en fait que le métavers pourrait devenir une sorte de nouvelle version du web, ou une nouvelle version de l'internet, et comme je le dis dans mon bouquin, en fait, une sorte de nouvelle frontière de l'Internet. Je le disais en introduction, il y a 3 camps aujourd'hui. Ceux qui en ont vaguement entendu parler, ceux qui adorent et ceux qui vraiment défoncent et cherchent à dézinguer ceux qui y croient. Toi, tu es dans le camp de ceux qui y croient dur comme fer. Pourquoi ? Écoute, je suis d'abord dans le camp des observateurs. Je suis pas dans un camp plutôt que dans un autre, puisque en réalité, j'ai commencé par être plutôt dans le camp de ceux qui regardaient cette révolution arriver. Et puis, j'y ai vu un certain nombre d'opportunités à faire des choses différemment, de les faire mieux, de les faire de façon plus inclusive, de permettre à beaucoup plus de monde de pouvoir apprendre, de façon à permettre à beaucoup plus d'utilisateurs de pouvoir socialiser de façon peut-être plus éthique. Dans le même temps, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un certain nombre de défis à relever, qui étaient des défis de l'ordre, pour commencer, de santé mentale, des défis aussi de sécurité, des défis de protection de notre vie privée, mais aussi des défis qui sont tout simplement des défis économiques et finalement de souveraineté technologique. Donc, je fais plutôt partie des observateurs qui sont persuadés que le métavers peut avoir un certain nombre d'avantages et pour nous offrir la possibilité de construire une société meilleure. Et dans le même temps, je fais partie aussi des gens qui sont capables de regarder la réalité en face et de comprendre qu'il y a un certain nombre de défis à relever pour que cette chose arrive. Super, très clair. Je prends les commentaires de celles et ceux qui sont en direct. Christian qui dit le métaverse a autant de définitions que de personnes qui s'y intéressent. Ça, c'est ce que tu as observé quand tu as préparé ton bouquin. Tu as dû interviewer, je pense, des personnes, en rencontrer d'autres. Ah, Il y a beaucoup de définitions qui tournent. Hein. oui, il y a beaucoup de définitions qui tournent. On va commencer par éclaircir quelque chose, c'est que il y a aussi une définition qui est connexe à celle du métavers, qui est celle du Web3, que tu utilises toi-même à l'intérieur donc, du Web3 Café, mais qui est adjacente en fait
à celui du métavers. Pour certains, en fait, le métavers, c'est un surensemble du Web3 et pour d'autres, le Web3 est un surensemble du métavers. Dans la réalité, je pense qu'on a deux ensembles qui ont une intersection, qui fait que il peut y avoir des éléments qui sont des éléments qui appartiennent au métavers et qui ne sont pas au Web3. Notamment, en fait, ce sont tous les espaces immersifs qui ne sont pas persistants, qui peuvent être aussi tous les espaces immersifs dans les jeux vidéo, ce genre de choses. Et d'autre part, il y a des éléments qui sont des éléments Web3 qui ne sont pas métaverses. Et notamment, c'est par exemple tout ce qui appartient au domaine de la finance décentralisée, la DeFi, qui sont évidemment très Web3, mais qui n'ont pas vraiment de réalité dans le méta. Et au centre à l'intersection de ces deux ensembles, on trouve des choses qui sont communes à ces concepts, le concept de métavers et le concept de Web3. Donc, c'est vrai qu'en parlant avec différents interlocuteurs, il peut y avoir un mélange de ces deux concepts qui font que finalement, on puisse utiliser l'un à la place de l'autre, ce qui n'est pas forcément approprié, puisque comme je viens de l'expliquer, il peut y avoir des cas différents. Tu le disais tout à l'heure, tu nous parlais des choses construites par la communauté. Christian te dit, est-ce qu'on parle de blocs d'user generated content ou il faut que ça soit plutôt très décentralisé? C'est là où, en fait, justement, la définition du métaverse s'applique dans celle du Web3. C'est que une partie du métavers, et notamment sa partie Web3, propose en fait une meilleure implication des communautés à l'intérieur de sa propre construction. L'idée, c'est que plutôt que d'avoir un schéma très vertical dans lequel il y a une organisation centralisée qui va être capable de proposer une expérience telle, eh bien, ici, dans cet espace métavers, on peut avoir des communautés, des utilisateurs qui vont construire des expériences immersives, des expériences persistantes, mais qui vont donner lieu en fait à des expériences réelles et qui peuvent être construites par eux. Donc on est déjà en fait, on dépasse en fait ce domaine de l'UGC, de User Generated Content, euh, vers quelque chose qui est beaucoup plus communautaire, dans lequel on peut construire plusieurs ces expériences, dans lequel on peut avoir des personnes des utilisateurs qui vont proposer, par exemple, dans un métavers, on pourrait imaginer un groupe de yoga qui propose en fait ses propres cours et qui va permettre à d'autres utilisateurs de découvrir ces cours en proposant une expérience immersive qui va permettre à chacun de pouvoir suivre ces cours de yoga. On est dans quelque chose qui est plutôt une plateforme qui permet à des groupes d'utilisateurs de proposer à d'autres communautés des expériences immersives. Je rebondis sur une question, c'est celle de Charles. Il te demande qu'est-ce qui fera passer le métaverse de gadget à outil selon toi? C'est une très bonne question parce que, en fait, aujourd'hui, en fait, le métavers n'existe pas. Donc, dans la réalité, quand on regarde bien sa définition, et un peu comme je l'ai donné tout à l'heure, le côté persistant, temps réel, construit par des communautés, ayant un sentiment de présence, en fait, il y a aujourd'hui il y a peu d'exemples dans lesquels on peut retrouver toutes ces caractéristiques à l'intérieur d'une plateforme appartenant au métavers et qui fonctionnent à grande échelle. Donc ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. Et il est vrai que pour pouvoir imaginer ceci, il y a un certain nombre de défis à relever pour pouvoir faire en fait que cet univers puisse exister. Aujourd'hui, il existe, on va dire, plutôt à petite échelle. Et demain, en fait, les défis que nous avons à relever pour faire que cette utopie puisse exister, eh bien, c'est à la fois de l'acceptation sociale, faire en fait que tout le monde se sente à l'aise pour pouvoir l'utiliser, que ça soit désirable par les utilisateurs. Et là, il reste beaucoup de choses à faire sur le plan de la sécurité, beaucoup de choses à faire sur le plan de la protection de la vie privée, beaucoup de choses à faire du côté de la santé mentale. Mais également, on a beaucoup de progrès à faire dans un domaine qui est plutôt un domaine, on va dire, d'infrastructure. Pour faire que ceci soit possible et qu'on puisse avoir des millions d'utilisateurs qui vivent ces expériences en temps réel, eh bien, il va nous falloir probablement
mieux comprendre comment les réseaux vont pouvoir véhiculer autant d'informations à travers des réseaux existants. Il va falloir aussi regarder comment, depuis un mobile, on peut accéder à l'ensemble de ces informations de façon fluide. Il va falloir aussi imaginer en fait les nouveaux processeurs de demain qui vont pouvoir fonctionner en utilisant peu d'énergie et pourtant en fournissant beaucoup de calculs, etc., etc. On a aussi un défi technologique qui n'est pas seulement un défi d'acceptation sociale. Mm. Mais si on résume ça, je dirais en fait que pour répondre précisément à la question, je crois qu'il y a un défi d'acceptation sociale qui est réel et d'autre part un défi technologique pour y arriver. Défi technologique, défi d'acceptation sociale. Je prends quelques commentaires. Virginie nous dit la plus grande opportunité serait que le métaverse rassemble des personnes de tous horizons, favoriserait l'émergence d'une société civile. Voilà, on voit bien aussi les impacts sociétaux. Je voudrais que tu nous parles, parce qu'on a parlé de technologie, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'impact durable et responsable, un peu de bilan carbone, parce que ceux qui critiquent, là, moi j'entends beaucoup, ouais, ça consomme beaucoup de gaz, cette histoire, on va où? Philippe, quel est ton point de vue là-dessus? Bah, plusieurs choses. D'une part, pour démarrer sur ce point-là, toute activité humaine consomme de l'énergie. Donc la question n'est pas tellement de savoir si ça consomme ou ça consomme pas d'énergie, c'est savoir en fait si ça consomme pour quelque chose qui est important, pour quelque chose qui est nécessaire, pour quelque chose qui nous fait évoluer vers une société meilleure, et que le rapport qui existe entre la consommation de cette énergie et les bienfaits qu'on peut apporter à la société, eh bien, est un équilibre positif finalement. Parce que si on prend en fait le métavers comme étant, par exemple, la nouvelle université qui permet à chacun sur la planète de pouvoir atteindre tous les contenus, et pas simplement des contenus qui sont des contenus statiques comme des livres, des textes ou des films et des vidéos, mais bien des contenus immersifs dans lesquels je vais pouvoir apprendre notamment des soft skills, apprendre en fait, apprendre au contact des autres, apprendre dans des workshops, apprendre dans des groupes et pouvoir évoluer à l'intérieur de cette nouvelle université, alors oui, il est intéressant de consommer de l'énergie pour ça. Quelle énergie on va consommer? On va consommer de l'énergie pour stocker ces informations, on va consommer de l'énergie pour traiter ces informations, notamment grâce à l'informatique spatiale et à l'informatique qui est nécessaire pour faire vivre ces expériences immersives. Et d'autre part, on va consommer de l'énergie à travers les éléments de blockchain qui sont utilisés à l'intérieur du métaverse pour pouvoir faire que les propriétés, les différents usages que l'on peut avoir dans le métaverse soient bien contrôlés. On va avoir effectivement une consommation d'énergie qui doit être en rapport avec ce que l'on fait. Alors, si c'est pour apprendre, si c'est pour soigner le monde, si c'est pour construire en fait de nouvelles outils de productivité pour les entreprises, tout ça prend de l'intérêt. S'il s'agit simplement en fait de jouer, on peut imaginer que évidemment ça a de l'intérêt aussi, mais voilà mon point de vue. Mon point de vue en fait, c'est que il va falloir faire une sorte d'équilibre entre ce qui est apporté de nouveau à la société, tout ce qui est apporté en fait pour pouvoir construire un monde meilleur et l'énergie qui est consommée. À propos de Maxime, tiens, on parlait d'acceptation sociale. Il nous dit, est-ce que finalement ce n'est pas le précédent Second Life, 2002, qui au final peut-être dessert les futurs métaverses? Second Life, ça nous aide à comprendre ce que c'est, ou au contraire, ça nous brouille la compréhension de ce que seront les futurs métaverses? Je pense que ça, c'est juste. Je pense en fait que ce qui est parfois compliqué, c'est que on regarde un petit peu dans le passé des exemples de ce qu'on appelle donc des proto-métavers. Les proto-métavers, ce sont les plateformes qui existent en fait avant cette utopie qu'on appelle le métavers et qui nous ont donné en fait des signaux forts sur ce que l'on pouvait construire demain. Et on a parfois tendance à se dire, bon, donc le métavers, c'est comme Second Life, ou le métavers, c'est comme Fortnite, ou le métavers, c'est comme Roblox. Et dans la réalité, ce qui est compliqué à appréhender, c'est que aucune de ces choses-là, puisqu'en fait, chacune de ces plateformes manque l'une des caractéristiques du métavers. Donc, il manque toujours, en fait, une des caractéristiques du métavers qui fait qu'on n'est pas encore tout à fait dans cette utopie du métavers. Donc, je pense que, comme Maxime, je crois que effectivement,
en regardant ces plateformes, donc on appelle proto-métavers, on se fait une fausse idée de ce que cela pourrait être et ça, on est très tenté en fait d'appliquer la formule en se disant bon, et ben en fait, ce que l'on nous propose, c'est Second Life. Or, c'est assez différent ce qui est proposé dans le futur, parce qu'il y a toujours des caractéristiques qui sont différentes, qui ne sont pas appliquées dans ces proto-métavers. Et autre question de Christian, comment accède-t-on au métaverse? PC, mobile ou faut absolument des casques 3D? Ça aussi, cet accès au métaverse, c'est toujours un peu complexe, non Philippe? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, effectivement, il est probable que le métavers, comme on le définit aujourd'hui, on ne parle pas d'un accès à travers un casque, on parle d'un accès à travers plusieurs types de dispositifs, hein. Euh, euh, au moment en fait on va dire, de l'Internet, du Web 2.0, l'usage du mobile s'est extrêmement développé et une bonne partie des applications ont basculé dans ces applications mobiles. Néanmoins, on a continué à utiliser des ordinateurs pour le faire. Et il s'avère en fait que c'est un peu la même chose qui pourrait se passer à l'intérieur du métavers. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des expériences qui sont des expériences extrêmement riches en utilisant en fait ces nouveaux dispositifs de lunettes, ces dispositifs de casques de réalité virtuelle qui vont, il faut le dire aussi, faire d'énormes progrès dans les mois qui viennent, hein. Lorsqu'on regarde en fait les nouveaux dispositifs qui sont à la fois promis par Meta, mais également le dispositif qui est prévu, qui est en livraison prochaine par Apple, et puis ce qui est prévu également du côté des modifications des technologies chez Microsoft, on se rend bien compte qu'il y a une course ici à l'innovation qui fait que ces casques-là vont devenir beaucoup plus faciles à porter, beaucoup plus légers, nous donnant en fait à l'intérieur une expérience qui est meilleure, dans laquelle on ne ressent pas en fait le motion sick et dans lequel on va être capable vraiment d'avoir ces expériences-là. En même temps, on va pouvoir continuer à utiliser aussi son téléphone mobile pour vivre des expériences et on va pouvoir utiliser également son PC pour vivre d'autres expériences. Si on prend le cas, par exemple, de la réalité augmentée, il y a beaucoup de chances, en fait, que pour tout le métavers qui va utiliser plutôt des éléments de réalité augmentée, on peut imaginer, en fait, que le smartphone va continuer à être une interface super pratique pour avoir des expériences en réalité augmentée qui vont fonctionner extrêmement bien, hein. Je pense notamment à Wonderland, qui est une entreprise française qui propose des expériences en réalité augmentée, des expériences sociales super riche et dans lequel on peut faire des choses en réalité augmentée et qui fonctionnent à partir d'un simple portable. Dernière question pour toi, Philippe. Pendant l'été, tu as cofondé et tu coprésides MetaCircle, le think tank européen pour le métaverse. Pour quelle raison vous avez décidé de monter ce think tank? Écoute, parce que je parlais avec beaucoup des acteurs du domaine en Europe, beaucoup de Français, et je me rendais compte à quel point chaque patron de ces entreprises connaissait finalement les autres entreprises, mais ne connaissait pas forcément les autres patrons de ces entreprises, ou du moins il manquait en fait un endroit dans lequel on pouvait mener des discussions sur des sujets qui étaient des sujets d'importance et sur lequel vraiment il nous manquait en fait cette capacité à pouvoir échanger et réfléchir ensemble. Et je suis obligé d'admettre en fait que dans les premiers workshops que nous avons menés pendant le mois de septembre, on a créé plein de connexions entre ces entreprises qui peuvent maintenant travailler ensemble, qui peuvent réfléchir ensemble à des sujets et que cette association, ce think tank, permet exactement ça. Ça, c'est le premier volet, c'est le volet finalement de connexion d'un écosystème qui, certes, peut se rencontrer dans un certain nombre de conférences, mais qui ont besoin d'un endroit dans lequel ils vont pouvoir travailler ensemble. Le Très deuxième sujet est dans la durée. Le deuxième sujet, c'était un sujet qui était plus un sujet justement par rapport aux défis technologiques et aux défis d'acceptation sociale dont on parlait tout à l'heure. On avait besoin aussi d'un endroit dans lequel les praticiens eux-mêmes étaient capables de réfléchir à comment soulever ces barrières. Et ça, on peut le faire que collectivement. C'est pas une entreprise dans un coin
qui est capable de le faire. Donc, on avait hier, par exemple, un workshop sur le sujet du métavers et de la musique, dans lequel on avait la chance d'avoir le patron de cette boîte française qui s'appelle Stage 11, qui produit tout un tas d'expériences immersives, qui propose une nouvelle plateforme, qui propose en fait, notamment aux utilisateurs aussi, d'avoir des nouvelles applications pour pouvoir interagir avec la musique dans le métavers. Et c'était fabuleux de voir en fait cette entreprise être capable de dialoguer avec d'autres types d'entreprises qui elles-mêmes travaillent dans le métavers pour pouvoir déjà commencer à regarder toutes les possibilités qu'elles pourraient avoir de créer des collaborations futures. Merci beaucoup Philippe. Tu as une dernière question. Tu seras avec nous à la nuit du Web3 pour prolonger ces échanges passionnants. C'est Laura qui pose la question. Ah oui, bien sûr, j'y serai avec plaisir. Et merci à toi Philippe d'être passé ce matin. Ah, un grand plaisir, PPC. Grand plaisir, merci beaucoup. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Le Web3 Café, merci, a besoin de ton aide. Ouais. Si tu as aimé cet épisode, si tu veux le partager, oui, surtout ne te gêne pas, il y a un petit bouton sur ton application de podcast pour ce faire. Et puis si tu as aimé, si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux mettre 5 étoiles, un commentaire, ça fait un bien fou à l'algo. C'est parti, 3, 2, 1, on lance le jingle et on se dit à très 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 vite. Ciao, 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 ciao.